Et ce qui me fait peur, c'est mes projets à venir. J'ai quand même envie d'en être fière aussi, même si je pense que TED va peut-être être le must de ce que je peux faire humainement, à moins que je ne vive des choses folles entre-temps. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous partager ma discussion avec Emily Gleason, illustratrice et autrice de bande dessinée. Cela faisait très longtemps que je voulais interviewer Emily, notamment parce que je suis fan de son travail complètement dingue et surtout parce que sa fameuse bande dessinée Tête drôle de coco, sortie durant l'été 2018, fait partie des BD qui m'ont le plus marqué ces dernières années. Beaucoup d'encre a coulé au sujet de cette BD, mais au cas où vous l'auriez loupé, laissez-moi la refaire. Dans Tête drôle de coco, Emily raconte la vie de son frère atteint d'autisme Asperger. Et elle en parle avec énormément d'humour et d'humanité. À la fin de ma lecture, j'étais complètement euphorique. Jamais je n'avais lu un truc pareil. Je savais que je tenais entre mes mains quelque chose d'unique. Et je n'étais pas le seul à penser cela, vu qu'après la sortie de son livre, la presse et les médias l'ont littéralement encensé. Tout le monde était unanime, ce livre était un bijou. Articles de presse à gogo, interviews, podcasts, Emily était partout. Et puis, en 2019, c'est la consécration. Emily gagne le prix Révélation au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, cette interview se dénote un tout petit peu des autres, car je ne suis pas revenu sur le parcours d'Emily. Il y a suffisamment eu de presse et d'interviews à ce sujet. Moi, ce dont je voulais discuter, c'était de l'après Tête drôle de coco. Quel effet ça fait, après avoir publié sa toute première BD, de se faire unanimement encenser par la presse? C'était comment de gagner un prix au Festival d'Angoulême? Et en quoi ces événements ont-ils modifié ou non le quotidien d'Emily par la suite? Voilà ce qui m'intéressait. Du coup, l'interview débute directement avec ça. Et puis par la suite, on discute de plein d'autres sujets, notamment de son nouveau livre Toute une histoire pour un sourire, ou encore de l'importance d'être pleinement soi. Vous l'entendrez, cette interview a été enregistrée en décembre dernier lors du Festival du livre jeunesse de Montreuil. Donc, si vous entendez des petits bruits d'ambiance ici et là, c'est pour ça. Ça participe à l'atmosphère. Du coup, sans plus attendre, je suis heureux de vous partager ma discussion avec Emily Gleason. Bonne écoute. One, two, one, two. C'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Yes. Bonjour Emily. Salut Jérémy. Bienvenue sur Sens Créatif. Je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Depuis le temps qu'on a envie de pouvoir faire ça. Et on est là au Salon du Livre de Montreuil. Comment s'est passée ta séance de dédicace ? Très très bien. J'ai rencontré l'auteur avec qui j'ai fait mon dernier livre, Fourmi Rouge. Yes. On s'était pas vu en fait pendant qu'on faisait le livre et c'était une belle découverte. On a parlé pendant 2 heures. Pendant 2 heures ? Ouais, plein de belles rencontres aussi. Et j'adore signer, donc c'est toujours un plaisir. C'est vrai ? Ouais. C'est pas trop fatigant et tout Non, parce que je ne fais jamais la même dédicace. Ouais. Dès que j'ai un enfant ou un adulte devant moi, je m'inspire de ce qu'il va me raconter, de ses animaux favoris, c'est ma question piège. Et j'invente toujours ce qui me passe par la tête, donc ça donne des choses complètement barrées. Bien, moi, quand je t'avais demandé une dédicace, tu m'avais posé la question et puis je t'ai demandé un cornet de frites. Et tu m'as fait un joli cornet de frites façon genre plage belge. Tu vois, Yes. c'était assez Façon drôle. mer du Nord. Voilà, exactement. Oui, je me souviens très bien. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, habituellement, je commence chaque interview avec la même question, mais exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet Dans immédiatement. Le lard, allons-y. Alors, si les gens ont envie de connaître ton parcours, il y a suffisamment de presse, d'articles qui sont sortis, tu as participé à vraiment plein de choses. Moi, j'ai envie de me focaliser sur l'après Tête drôle de coco, ta première bande dessinée, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Voilà. Donc, Tête drôle de coco vient de sortir, on est au mois d'août 2018. Comment te sens-tu à ce moment-là ? Ça me ramène... Mais oui, effectivement, c'est le lard du vif du sujet. Je suis déjà super heureuse de voir que j'ai pu publier un livre exactement comme je le souhaitais. Attends, je réfléchis un peu. Et j'ai bossé donc 3 ans en maison d'édition et donc je pouvais voir en fait le côté d'un livre qui sort, les répercussions, comment fonctionne le business, les libraires et autres. Et étant pessimiste par nature, je me suis dit si j'arrive à 600 exemplaires, je serais bien heureuse. Et je me souviens de toutes ces trucs de presse qui tombaient mais tous les jours et c'était vraiment dingue.
Donc il y a eu ce moment où j'étais un peu annihilée. Ouais. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai jamais eu ce besoin de me dire il m'en faut plus, il me faut encore plus d'articles de presse, il me faut encore plus. J'étais juste heureuse chaque jour dès que je voyais que ce soit de la presse ou des gens lambda qui m'écrivaient sur Messenger, par mail pour me dire ce qu'ils avaient pensé de mon livre, et c'était vraiment gratifiant à chaque fois. Et ça l'est toujours. Je reçois encore des messages et je suis toujours aussi heureuse comme le premier jour. C'est incroyable. Donc c'est une histoire d'amour à long terme. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert ta BD, c'était dans une librairie à Bastille. Je l'ai vue. Et je sais plus comment j'avais découvert ton travail, un tout petit peu juste avant. Et j'étais genre, waouh! Et donc, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et est-ce que tu as vu le film Speed Racer? Non. C'est quoi? C'est un film des frères Wachowski qui est inspiré d'un dessin animé des années 60, je crois. Ouais. C'est complètement fou. Bon, bref, Speed Racer, le film. Il y a je des te voitures. Le conseille. Il y a des voitures. J'adore les voitures. Ça a été un bide total, Okay. mais c'est un film complètement avant-gardiste. Bref, quand je l'ai vu, j'avais l'impression d'avoir fait un trip hallucinogène, je sais pas si ça se dit, mais bon, un trip incroyable. Ouais. Et quand je suis sorti de ma lecture de Tête drôle de Coco, j'avais cette impression d'euphorie totale que je n'avais jamais vécue jusque-là. Et puis bon, après, on s'est rencontrés brièvement. Et puis voilà, moi, c'est l'effet que Tête drôle de Coco tu m'avait me donnes fait. vachement envie de voir ce film. Ouais. C'est une Mais belle je expression. me souviens dans une interview où tu avais écrit, je sais plus, tu parlais d'un sentiment de postpartum après avoir... Exact. C'était horrible. Oh mon dieu. Oui, le postpartum complet après Tête de Drococo. Pourquoi? Parce que c'est ma première BD. Et effectivement, qui dit retombée de presse dit dans ma tête pression pour la suite. Et donc, mon truc, c'était ok, j'ai un peu tout dit dans ma vie, je sais absolument plus quoi faire. Et donc, toutes ces questions existentielles de ça y est, quoi. En fait, ma carrière est finie. Enfin bref. Donc, j'ai eu beaucoup ce moment où j'essayais de dessiner. Je dessinais même plus, je faisais plus rien. Je travaillais juste donc à ça et là, et c'est tout. Et, ça et là, la maison d'édition de BD indépendante pour laquelle j'ai travaillé. Jusqu'à ce déclic où je me dis, mais en fait, faut juste pas que je réfléchisse à un nouveau projet, ça sert à rien, parce que je vais m'empeigner les pinceaux. Bon, vous avez compris. Mais tu sais, je suis passée par l'idée, tiens, je vais faire un truc sur Alzheimer et raconter le truc de ma grand-mère, et tiens, je vais faire un truc sur mon père. Enfin bref, et donc c'était chiant, parce que c'était toujours juste du mâché de Tête drôle de Coco. C'est là que je me suis dit, tiens, je vais aller... toquer à la porte de Casterman pour leur présenter un sujet qui n'aura rien à voir avec ce que j'ai fait et avec ce qu'on me connaît, pour un peu partir des sentiers battus et me challenger, parce que faire de l'autofiction personnelle, c'est bon, j'ai coché la case et maintenant j'ai envie de faire autre chose et toujours pousser. Donc tout ça pour dire que ça y est, j'ai des projets qui ont débouti, qui n'ont rien à voir avec TED, ni avec l'autisme, ni avec ma vie, ni avec le style que j'aime, mais qui vont me permettre de me découvrir encore plus et toujours pousser ses limites, et surtout de parler d'autres choses. Ouais. Parce que l'autisme, c'est vrai que maintenant, c'est pas que j'ai une étiquette là-dessus, mais j'ai l'impression toujours, même après les retombées de ce livre, de ne pas être légitime pour en parler, parce que, encore une fois, ce n'est que la vie de mon frère et le mien, et sinon, j'y connais pas grand-chose, en fait. Enfin non, je vais pas dire ça, mais je sais pas les recherches, ni tout ce qui avance, ni tous les trucs sur le sujet. Je suis pas neuropsychologue, etc. quoi. Mais justement, tu parles de ce sentiment de pas te sentir entièrement légitime. Et je me posais la question, comment tes proches et ta famille, tes amis proches ont réagi quand la BD est sortie? Mes proches, donc mes parents, ils ont vu tout le mouvement, je leur faisais lire entre-temps, ils étaient très fiers et ils m'ont laissé une liberté quand même telle, même si ma mère, des fois, refait bien mes cheveux, blablabla. Bref, t'as toujours cette espèce de miroir. Ouais. Et mes proches, c'est vraiment un état de fierté qu'ils ont pu avoir, sachant que ça fait quand même, j'ai fait 5 ans d'études, quoi, et je pense que t'attends quelque chose de ton gosse après t'avoir su tes profits comme ça. Non, j'exagère, mais je pense que mon frère, par exemple, ne l'a pas lu, il lit pas forcément, donc il est juste indifférent à ce projet. Il m'avait dit non quand je lui avais demandé si je pouvais faire un truc sur lui, mais je l'ai pas écouté parce que ça aurait été con de passer à côté de ça alors qu'il s'en fout complètement, quoi. D'accord, ouais. Parce que c'est quand même une histoire hyper intime, quoi. Le fait que tu... Alors certes, c'est romancé, mais enfin moi je me mets à ma place de tes parents, je me dis waouh, c'est pas rien, quoi, quand même, tu vois. Mais bon, c'est beau, quoi. Puis j'ai fait un choix dans les anecdotes. Là-bas, c'était quand même essayer de faire rire à travers des anecdotes dramatiques. Ouais. Et ensuite de mettre quand même le côté rigolo de ce que sont les particularités Asperger. Ah oui. Bah alors on rit vraiment beaucoup. On rit malgré nous et pas forcément de lui, et c'est ça qui me plaît aussi. Alors je parle toujours de Mr Bean, moi, quand je parle de Ted. C'est que pour moi, Mr Bean a été mon premier personnage, ma première influence, où je me suis rendu compte tardivement qu'en fait c'était potentiellement un autiste Asperger avec le spectre. Et c'est là que ça m'a débloqué à me dire, on peut en rire, en fait.
Ça fait du Il n'y a bien rien de d'ailleurs. dramatique, il n'y a Parce rien que de c'est un grave. sujet tellement lourd quelque part. Oui, exact. C'était mon but. C'était vraiment le but de la BD. Après, au bout de la moitié, je me suis dit, bon, ça a l'air de parler aux gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est, donc autant y aller jusqu'au bout et faire un livre qui soit pas didactique, mais qui permette aux gens de se mettre à la place du personnage principal. Ouais. Et pour changer un peu de notre quotidien et pour se rendre compte de ce qu'ils vivent eux, chaque jour. Ouais, c'est ce qui la rend très rafraîchissante aussi à lire. Et j'imagine que c'est pour ça que la presse l'a quasi unanimement encensée. Enfin, Oui, J'ai j'ai eu pas eu de l'impression, mauvaise. J'ai pas eu de mauvais retour à part de personnes Asperger et ça c'est étonnant. J'ai plusieurs libraires qui m'en ont. T'en as même un qui a écrit une lettre à un libraire à Ah ouais Daumesnil. Ouais, Ah ouais il l'achetait, je voulais trop la lire. Où il disait non mais ça va pas cette BD. Enfin il donnait tous les points que je ne saurais jamais mais de pourquoi cette BD n'allait pas. Et je trouve ça très mignon. ouais. Je l'aurais lu avec plaisir. Et tu t'attendais à ces retours, à ce succès en quelque sorte? Non pas du tout. Enfin Non. vu mon style de dessin j'étais là. Il y a peut-être quelques affranchis qui vont aller l'acheter et puis c'est tout, merde. Mais vraiment pas plus. Et en fait, si. Ça a parlé à un maximum de gens et ça, c'est dingue. Ouais, c'est clair. Hein. Et donc, on arrive en janvier 2019. Oui. Et là, le sacre, c'est-à-dire tu gagnes le prix Révélation au Festival d'Angoulême. Et comment vis-tu ce moment? C'est drôle parce que Spirou vient de me commander une planche où j'explique vraiment toutes les émotions par lesquelles je suis passée. Très bien. Mais je vais la dire en avant-première. écoute. Ouais. C'était fou. Alors pareil, la sélection, je savais un peu comment ça marchait grâce à mon boulot. Et être sélectionné, c'est vrai que c'était pas forcément une surprise, je pouvais m'y attendre. Mais alors d'avoir le prix, là, pour le coup, c'était... J'y ai cru que le moment où ils ont dit mon nom. Vraiment, je me suis interdit de pouvoir m'imaginer le contraire. Parce que je peux être déçue très vite et parce que j'ai toujours été éduquée dans l'idée qu'il faut mieux être pessimiste et ne pas tomber de trop haut. Ah ok. Ouais. Mais c'était très dur parce que quasi unanimement aussi, les gens me soutenaient à fond, quoi. Et on me raconte cette histoire. Alors, je sais pas si c'est rigolo ou pas à raconter, mais que quand mon nom a été énoncé, qu'il y a eu des vagues de hola dans la ville d'Angoulême parce que. Mais je sais pas pourquoi les gens font ça. Mais ça m'a vachement touché au cœur et en fait avoir pu propager un peu de joie à ces gens me plaît d'autant plus. Donc j'étais tout aussi heureuse qu'eux. Si ce n'est plus, évidemment. Et c'était l'hallucination pour toi ou C'était dingue. J'étais dans un état... déjà, j'étais crevée parce que c'est 3 jours après le festival où je m'occupais de 9 auteurs à l'époque de la maison d'édition. Il faut faire le déménagement, tenir le stand, aller à toutes les interviews de chacun. Enfin, donc, j'ai pas eu le temps pour moi. J'avais des insomnies parce que c'est le premier Angoulême où je m'étais dit je vais arrêter de boire comme un trou et me coucher à minuit. Sauf qu'à minuit, j'ai beau être dans le lit, à 4 heures, je suis encore... Donc vraiment, je dormais 2 heures par nuit alors que je touchais pas une goutte d'alcool, quoi. C'était encore plus frustrant. Et comme j'avais pas forcément de discours, je me suis juste lâchée, quoi. Enfin, je sais que j'ai commencé avec le mot fesse. Exactement. Ouais, je m'en souviens. J'ai vu la rediff. Elle a dit le mot fesse. J'ai dit le mot fesse au bout de la première phrase. Non, c'était un peu ma fierté devant Trapenard et Beaujean. C'était rigolo. Ouais. Et du coup, alors raconte-moi un peu, je sais pas. Donc tu reçois ton prix, tu fais ton discours, ton petit discours improvisé. Devine ce qui se passe après. Oh. J'ai la grippe, tu crois quoi? Non, j'ai passé le lendemain au lit à renifler et à vomir mes tripes. Enfin, j'étais vraiment dans le mal et j'ai pas pu profiter de ça pleinement. Ouais. Mais c'est ce qui permet de se poser, de se dire bon, ça y est, j'ai le prix et qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc j'ai juste micro-impression de me dire ouais, je vais marcher dans la rue, tout le monde va me reconnaître. Non, t'aurais vu la gueule que j'avais, j'étais vraiment dans le mal. Et si tu veux parler plus dans le futur proche, genre les jours suivants, les... Ouais, en fait, c'est pas rien de gagner un prix Angoulême, donc du coup, j'imagine que mentalement, puis je me souviens, tu m'en avais un petit peu parlé aussi, que c'était la redescente, l'après, ça devait être un petit peu dur, quoi, et donc du coup, c'est exactement comme ce parc, cette attraction dans les parcs où tu montes tout lentement et puis ils te lâchent en roue libre, la tour de la peur. C'est ça. Enfin bref, c'est c'est la même chose dans mon bide où où t'es complètement. On va juste bouger de place. Parce que c'est du live, mais bon, quand même. Hop, on est dans la salle presse de Montreuil, les gars. On est en catimini. Ouais. On fait pas de cut et tout. C'est du vrai de vrai. Non, alors ce que je voulais dire, c'est que... Juste après les jours, tu tombes malade. Oui, ça passe. Oui. C'était la retombée, mais physique. Et après, mentalement, t'es là, genre, ça y est, c'est fait. Maintenant, j'attends de voir ce qui va se faire. Et c'est vrai que, bêtement, naïvement comme je peux l'être, j'étais là, tout le monde va venir me toquer à ma porte, je vais avoir des milliards de projets, je peux quitter mon job sans souci, alors que pas du tout. C'est vrai que ça prend quand même du temps. Et
j'ai quitté mon job, mais il y a 2 mois à peine. Donc, de janvier à septembre, c'est vrai qu'il y a eu tout ce moment un peu latent où bon, je l'aimais beaucoup, mon job, d'une part, et de l'autre, c'est vrai que t'as aussi ce pas de se dire, ça y est, je vais être en freelance et vivre de la BD, ce qui est un truc qui n'est pas donné à tout le monde, et je suis heureuse de maintenant pouvoir le faire, mais qui me fait quand même peur des fois, parce que je suis pas du genre à m'imaginer que le lendemain, moi j'essaie de m'imaginer dans 10 ans, et là c'est le trou noir aussi, forcément. Donc ce que je fais, c'est que je m'y donne à fond, je dis oui à tout, ce qui est un problème maintenant, parce que je me retrouve solo avec plusieurs projets qui viennent de tous bords. Mais ce qui me rend vivante aussi, ce qui me fait garder vivante dans un sens. Ou si j'ai 5 projets qu'il faut que je finalise en 2 jours, c'est pas grave, je dors pas, je mange peu, je coupe mon portable et je m'y mets, quoi. Je me mets devant Netflix, là je suis en train de me retaper tout How I Met, ce qui est une horreur parce que cette série n'est pas une de mes favorites, mais tu sais, j'ai besoin d'un fond, et donc j'ai revu tout Desperate Housewives par exemple, c'est quand même long, hein, c'est 29 saisons, quoi. Mais voilà, si vous voulez savoir ce que je fais de mes journées, c'est de dessiner devant ces séries. Et puis c'est ce que tu as toujours voulu faire, donc crouler sous le travail, si c'est du travail que J'adore t'aimes, ça, au final. Mais bien sûr. Donc c'est cool. En vrai, j'adore ma vie. Ben oui, mais c'est fantastique. Et je me demandais du coup, concrètement, comment est-ce que ton prix à Angoulême a, gros guillemets, changé ta vie? Ce qu'il fait, c'est que les gens ne toquaient pas forcément à ma porte, mais il suffisait que j'aille toquer à leur pour qu'ils voient directement qui je suis et que la porte soit plus ouverte, dans un sens, si on veut une belle métaphore. Donc c'est cool en soi, et ce qui fait que maintenant j'ai même plus peur d'aller présenter mon... Oui. C'est comme gagner un Oscar, quoi, c'est bon. Un peu, puis c'est finalement pas le seul prix que j'ai eu avec TED, et donc ça m'a ouvert aussi sur d'autres perspectives, où j'ai eu le prix BD Zoom. Ça c'est génial, parce que, alors ça c'était dingue par exemple, ça a vraiment été une expérience folle. En Suisse, ils ont ce prix des lycéens, donc je suis allée voir 25 classes, on était 5 en compétition, que des Suisses éditeurs ou auteurs, et j'avais 1 heure pour parler à des élèves qui étaient en CAP, quoi, que ce soit en horlogerie, maçonnerie, construction, qui n'avaient pas forcément lu de livre avant, c'était un autre monde dans un sens, et comment les attacher en 1 heure en parlant de BD et surtout d'autisme et de ce mec complètement bizarre. Et en fait, il suffit de dire des gros mots et de danser un peu, et après ils étaient incroyables, ces gens. Enfin, ils m'ont dit des choses qu'on m'avait jamais dit, je saurais pas te le dire là, mais enfin ils ont lu autrement que des lecteurs aguerris. Comment ça? Déjà, c'était pourquoi le monsieur il a sa tête rentrée dans son ventre. Bon, d'une part, alors là c'était toute la partie dessin, et puis je les faisais réfléchir sur ce moment des Rolex par exemple, parce que quand t'es au lycée ou au collège, les marques c'est avant tout. C'est vrai, oui. Et donc je leur explique, entre entre une montre et une Rolex, vous prenez quoi? Ils ont 16 ans, ils me répondent une Rolex, je savais pas ce que c'était. Moi ils ont déjà cette idée d'argent et stupidité. Et là, c'est plaisant de leur dire, oui, mais alors une montre, ça sert à quoi à la base, quoi? À lire l'heure. Oui, à lire l'heure. Donc une Rolex ou une autre, ça change rien. La Rolex, c'est juste. Enfin bref. Et donc c'était juste par les petits exemples de ma BD, de leur montrer un peu des valeurs qui pourront leur servir par la suite s'ils ne les savaient déjà pas. C'était super gratifiant. Et je recommence ça avec le prix PACA cette année. C'est quoi le prix PACA? C'est toutes les villes du Sud. Je vais à Marseille, à Nice ou autre, et donc c'est aussi un prix lycéen. Et j'ai été sélectionnée, on est 5-6 aussi. Mais tu te rends compte de cette BD qui initialement tu l'as débutée pendant tes études, et là aujourd'hui le chemin parcouru, les prix, puis tu me parlais de... Tu pensais pas que ce serait un tel succès, la légitimité, tout ça. Là, aujourd'hui, je pense que... j'imagine que tu es plus tranquillisé en termes de... Bon, c'est bon, Oui, mais j'ai quand même peur pour la suite, parce que je sais très bien... Alors, je comparais au film ou à Hollywood, où il suffit d'un petit accroc, quoi, pour qu'une carrière qui était bien partie puisse tomber. Et ce qui me fait peur, c'est mes projets à venir. J'ai quand même envie d'en être fière aussi, même si je pense que... Enfin, c'est peut-être très triste à dire, mais je pense que TED va peut-être être le must de ce que je peux faire humainement, à moins que je ne vive des choses folles entre-temps. T'as peur que ce soit ton Sgt Pepper des Beatles, c'est ce genre... Oui, exactement, c'est exactement ça. J'aime beaucoup la référence. Et donc là, j'ai 2 projets en ce moment qui sont de commandes un peu ou autre, où c'est un sujet qui n'est pas personnel, qui sortiront en 2020-2021. Et ensuite, là, je me dis, ça y est, je pense que j'aurai pris assez de recul pour pouvoir me replonger dans quelque chose qui m'intéressera, qui ne sera vraiment qu'à moi, où je ne serai pas rattachée à une maison d'édition déjà, où je n'aurai pas un contrat et une deadline, parce que c'est aussi un stress latent, j'ai envie de dire le mot latent. Et je n'attends que ça. J'ai aussi envie de faire de l'animation. Alors ça, c'est un rêve de petite fille. Peut-être d'une part voir TED en anime, en long métrage. Ça serait dingue. Ça serait barré avec un orchestre et tout. Non, enfin, je sais pas, mais et de l'autre part, d'amener mon dessin
en mouvement. J'ai eu l'occasion de le faire là cet été. C'est juste. C'était trop bien. Ouais, tu t'es éclaté, il paraît, ouais. Enfin, c'est toi qui le dis. Oui, ça m'a éclaté complètement. Je comprends rien à l'histoire pour le coup. Ouais. On m'a juste demandé de faire les dessins et j'ai même pas fait l'animation, etc. Mais enfin, ils ont fait un boulot de maître Oui, c'est en magnifique. Corée. Ouais. Et donc voilà, ça m'a donné un peu la main verte pour l'animation, Ouais. si je puis dire. Ouais, je l'ai regardé et puis je pensais que ton nom serait vachement mis en avant à la fin, non, tu je suis sais. 20e, et puis voilà, j'ai dû te chercher dans le petit générique. J'étais genre, ah ouais, ok, parce que c'est quand même ta patte, c'est ton univers, c'est tout entièrement toi. ça, ouais. Et tu fais partie des techniciens, quoi. Enfin, c'était super chelou. Enfin, Je bref. suis la meuf qui tient la lumière. Mais la ouais. vidéo, elle est très cool. Et c'est une publicité, il me semble. Alors oui, j'ai toujours Mais pas on compris parce comprend que pas que c'était c'est une vraiment publicité, vraiment, quoi. Corée, C'est un court-métrage, quoi. C'est un court-métrage. C'est un réalisateur qui a eu l'occasion de faire 4 pubs pour les 4 cartes bancaires de Hyundai. Et j'avais la noire. Et donc, il voulait absolument que dans l'histoire, il y ait un pantalon noir. C'est ça, ouais. Et voilà, c'était juste le clin d'œil Black à jeans. l'histoire. J'ai pas su mettre un peu ma patte dans l'histoire non plus. Donc, le dessin, oui. Mais par exemple, ils m'ont demandé de refaire les femmes pour qu'elles soient plus bonnes. Il y avait zéro... Bon, c'était absolument pas Bechdel. Et j'ai essayé de gueuler un peu. J'ai réussi à mettre des morses. J'ai réussi à mettre des mecs chauds en train de danser derrière. Mais c'est que des petits détails. Et j'aurais peut-être dû pousser un peu plus. Mais bon, Ouais. c'est pas que j'en suis fière. Je suis juste heureuse d'avoir eu cette Oui, expérience. Et maintenant, j'attends pouvoir écrire moi l'histoire. Ouais. Et de voir ces images animées aussi bien. Trop bien. Donc, ouais, c'est terrible parce que là, mon esprit va dans plein de directions différentes dans ce qu'on pourrait discuter et tout. Mais je veux juste clore entièrement la page TED pour Oui. ensuite parler notamment de ton nouveau livre, Toute une histoire pour un sourire. Oui, il me semblait déjà qu'avant que tu gagnes ton prix à Angoulême, il y avait déjà pas mal de presse qui était écrite sur ton livre, tu as participé à des podcasts, des émissions, etc. Et puis, après le prix, j'ai l'impression que c'était une pure explosion. C'était peut-être une impression d'extérieur ou les réseaux sociaux, je sais pas. Hein. Ouais. Mais j'avais eu cette impression que tu étais partout. Est-ce que c'est vrai déjà? Et comment tu as vécu ça, cette sursollicitation après Angoulême? En vrai, je la vis bien parce que je travaille vite, je pense. Oui. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que je sois un peu trop partout et que je devienne un peu la vivesse ou la sphare Ah oui. de la BD femme où ils seront là, ah, putain, encore Émilie, c'est pas du tout le but. Et c'est pour ça que j'essaye de toucher à tout, que ce soit la presse, la jeunesse ou la BD adulte, l'animation maintenant que je peux cocher. Et moi, ça me va, encore une fois, ça me rend vraiment vivante quand je n'ai pas un seul espace pour moi dans la journée, enfin quand je travaille, et il me faut un maximum de projets parce que je déteste passer plus d'une journée sur une planche, Ouais. si ce n'est plus de 2 heures sur une même planche. Donc ça me permet de faire des pauses et hop, de passer, ah tiens, il fallait que je fasse ce dessin pour ce truc, boum, là il fallait que je réponde à ça, et après je barre parce que j'adore faire des listes et barrer ce qu'il y a sur la liste, c'est un peu mon dada. Donc ça va, je suis même très heureuse d'être aussi sollicitée. Ouais, en vrai, sinon ça c'est un t'y peu occupé, quoi. triste. Ouais. Et puis, tu as fait le saut de devenir indépendante totalement. Donc, Oui. quelque part, ça fait peur. Mais si tu vois qu'il y a un flux constant de travail, ça rassure, quoi. Ouais, exact. Et donc j'ai adopté un chien dans la minute où j'ai été freelance dans l'idée d'une part d'avoir une présence et de l'autre de sortir un peu, Ouais. d'avoir une autre vie, d'un petit être adorable qui puisse me quitter de ce boulot, parce que c'est vrai que je n'arrive pas à m'imposer de limites forcément quand je suis motivée dans un projet. Tu bosses le jour et nuit. Je bosse, je mange plus, c'est Ah ouais. c'est insupportable. Ouais. J'ai un copain aussi qui m'aide aussi à sortir et ça Accessoirement. Oui, non, avant tout, mais il est génial pour ça et je l'adore parce qu'il sait me faire des pauses, quoi, et que je suis incapable et que il m'apporte énormément pour le coup. Ouais, Les trop bien. deux, le chien aussi. Ouais. Et tu as pu déménager hors de la région parisienne. Ça change aussi, Ça, oui. c'est ouf, quoi. Ça, c'est, comment on dit, les étoiles qui s'annoncellent de manière à ce que, ça y est, j'habite en banlieue. Ouais. Je reviens en banlieue d'ailleurs, c'est la maison où j'ai grandi. Et, Ah, c'est la maison de tes parents? de mes parents, mais mes parents n'y sont plus, mes frères non plus, donc Oui, non, bien je sûr, l'ai ouais. pour moi. Oui, parce que retourner chez mes parents, Ah ouais, ça doit être je ne veux plus. une sacrée expérience de vivre là où tu as grandi, non? J'ai changé la déco le jour même. Ah ouais. J'ai essayé de me réapproprier l'espace, quoi, tout bêtement, et je me suis fait un studio, chose que j'avais pas à Paris, parce que j'habitais dans un studio, donc je mangeais sur mon lit qui me servait de bureau, quoi, tout bêtement. Et là, c'est un peu trop grand, je perds mon putain de chargeur dans toutes les 2 heures. Je dis beaucoup putain, je suis désolée. Ouais. J'enlèverai. Et ça me fait perdre du temps. Parce que je suis comme une plante verte? Non, une mauvaise herbe. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans mon studio, je vais travailler dans la cuisine, puis dans le salon, et ensuite dans ma chambre. Et du coup, je suis complètement éparpillée et je suis pas du tout organisée. Voilà. Ah, c'est un peu à l'image de mon ton travail. Non, mais honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'admire dans ton boulot et qui me fait un peu halluciner. Enfin, moi, de base, je suis quelqu'un de très
structuré, c'est propre et tout, et les personnes comme toi et d'autres auteurs, illustrateurs, machin, Ouais. qui vont dans tous les sens. Quand tu me dis que tu n'aimes pas passer plus de 2 heures sur un dessin, moi j'aimerais bien avoir cette liberté de ton, le trait graphique, etc. Mais je pense que j'avais entendu dans une interview que tu disais que c'était par paresse, tu sais, que quelque part ça te fait chier de passer trop de temps sur un dessin, quoi, tout simplement. Oui, complètement. Et puis on peut du coup parler de Toute une histoire pour un sourire, qui n'est pas une BD mais qui est un livre jeunesse, qui est sorti la semaine dernière. Je me suis empressé d'acheter dès que c'est sorti. Oui, c'est vrai. Et en fait, d'un côté, tu pourrais nous en parler, et de l'autre, déjà, j'ai une autre question, mais commençons par, est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? J'ai eu l'occasion de partir un voyage à Bologne par la charte des auteurs jeunesse, qui ont offert en fait à 12 autrices le fait de partir, de prendre rendez-vous avec des éditeurs et de connaître ce que c'est que d'avoir un book dans un festival, et surtout le monde jeunesse. Moi je connaissais pas forcément, si ce n'est avec mon livre à Biscotto. Moi je suis tombée en amour sur Valérie Kissaguet des Fourmis Rouges. Enfin, j'adore leur catalogue depuis toujours, depuis que j'ai découvert ce qu'était un livre jeunesse, et mon rêve était de faire un livre avec elle. Et mes lacunes, c'est l'écriture. Donc j'ai des histoires qui étaient vraiment mauvaises, et elle m'a proposé un texte. Donc voilà, elle m'a envoyé ce texte, incroyable. J'ai fait OK, évidemment. Et c'est le texte de Frédéric Marais, qui a fait déjà plusieurs livres chez elle. Il n'y a que des femmes dans les Fourmis Rouges. Et ils avaient besoin d'un dessin très différent du sien pour représenter donc toute une histoire pour un sourire, qui est politique pour enfants, pour adultes, qui est génial. Enfin, vraiment, je suis très fière, très contente de ce livre. Ouais. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, il faut que je pose une question à Émilie, il faut qu'elle m'explique comment fonctionne son cerveau. Parce qu'il se passe tellement de choses sur ces pages. Il y a plein de détails, des blagues absurdes, des personnages what the fuck, des personnes... Enfin, je le relisais ce matin, des bonhommes poireaux, des spaghettis bolognaises qui traînent dans le métro, des jeux de mots, en veux-tu, en voilà, sur la tête. des gens en slip, enfin c'est juste incroyable. J'ai fait une chauve-souris enceinte avec le bébé qui sort son bras pour prendre un selfie. Ouais. Là j'étais là, je vais trop loin. Non mais ça m'éclate. Mais mes dédicaces sont pareilles, c'est juste je vais faire un dessin et puis tiens, qu'est-ce que je rajoute ? Et là j'ai comme des cases, genre chapeau, objet, bouffe. Dans ta tête. Et après, salé, sucré, boum boum. Et donc, je check un donut ou des frites. Et j'essaye de varier, quoi. Mais c'est vrai que basiquement, c'est un peu l'espèce de kaching, de machine à sous où boum boum boum, les objets se mettent et puis je me mets à dessiner ça. En gros. Donc, Mais le but c'est. Comment tu abordes la création quand par exemple, tu as reçu ce texte de Frédéric Marais, qui est un superbe texte, qui est tout gentil, tout simple, tout mignon. Et pourtant, quand tu arrives à la fin, tu prends une bonne grosse claque. Ouais. Et ton trait, alors, il va dans tous les sens. Comment tu te dis, ouais, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, je vais dessiner ça. Comment tu abordes on a choisi un format qui me permettait ça, donc un 24-32 qui est assez large quand tu l'ouvres. Enfin, ça fait vraiment une belle double page. Le texte, c'était une phrase par double page, ce qui me laissait en fait le reste pour m'exprimer. Et on avait convenu avec Valérie qu'il fallait un maximum de détails. Donc c'est pour ça que je me suis autant éclatée. C'est que c'est le genre de livre pour enfants où tu peux t'attarder des heures sur la page. Ouais. Et c'est ça que je voulais, complètement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est juste qu'est-ce qui se passe dans ta tête parce que tu connais un peu mon travail, mais moi je suis un peu plus dans la synthèse, tu sais. Et moi j'aime bien communiquer quelque chose de simple, mais j'ai envie au fur et à mesure du temps alors, ça reste à ma hauteur, mais j'essaie de décomplexifier le trait, tu vois, quand même. Et puis, étonnamment, en fait, tu connais Tom Stramp, c'est un illustrateur belge aussi, tu vois, ou Martin Jarry, des personnes comme ça. J'aime bien quand la page foisonne de détails, mais moi, mentalement, je n'y arrive pas. En fait, le pire, c'est que je suis sûr que je pourrais, si je voulais, mais c'est pas ma tendance naturelle. Et que toi, il me semble que c'est ta tendance naturelle. Oui, mais je pourrais pas faire ton travail. Et ça, on en avait déjà parlé, c'est qu'on a chacun... cette petite chose dont l'autre veut, qui pourrait apporter. Je pense que c'est un énorme travail sur soi. Oui, c'est un travail sur soi. Ouais. Moi, je suis attiré par le chaos. Et puis, je sais que des personnes que je connais qui sont un peu plus chaotiques me disent qu'ils aimeraient un peu plus de structure. Et toi, oui, non, peut-être. Mais moi, je sais pas pourquoi je pense à mes cheveux, mais toute ma vie, j'ai voulu des cheveux lisses. Et toute ma vie, des gens sont venus me dire qu'ils voulaient mes cheveux parce qu'ils sont bouclés et autre chose. Et donc, c'est toujours aussi l'idée qu'on veut ce qu'on n'a pas, qu'on veut toujours autre chose. Donc je pense que c'est un peu pareil dans le dessin. Où, c'est plus simple de changer que des cheveux, évidemment, mais mais ouais, c'est ça que je vis. Et puis j'imagine que tu t'ennuies pas quand tu dessines, quoi. Tu te marres tout ça. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que tu fais des challenges avec ton copain ou des potes, genre
capable de mettre ceci ou cela dans le dessin. Ah bah tout le temps, bien sûr. Ce serait moins drôle. Ouais, Sinon. je me suis dit, ça, c'est une blague. Je suis sûr, c'est une blague avec son copain, ça, tu vois. Je l'ai dessiné 3 fois dans le livre. J'ai mis toute ma famille. Oui, il y a des petites private jokes un peu partout qui ne parlent qu'à moi et qui me font rire quand je les dessine. Parce que je rigole à voix haute très souvent quand je dessine. Voilà. Ouais, bon, tant qu'à faire. Ouais, autant rire. Et donc, oui, ouais. Donc, si tu les as vus, c'est fun, c'est rigolo. Ouais. Oh, bah, c'est le type Sans de même les livre, il comprendre. y a plusieurs lectures, quoi. Ouais. Et c'est un livre, on s'en rend compte à la fin sans spoiler, mais que c'est quelque part c'est un livre sur la différence et l'acceptation. Exactement. Alors moi je m'y attendais pas du tout, et donc tu te prends une bonne grosse claque. Je sais c'est différent, mais quelque part je me demande si on n'en revient pas un peu à ce sujet, tu sais, de l'acceptation, l'autisme, ton frère, tu sais, de accepter la différence. Mm-hmm. Ouais, voilà, je sais pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ça? Complètement. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant parlé. Ouais. Le livre Biscotto parle aussi de la même chose. Et même, tous mes livres parlent de différences et de comment les accepter ou comment trouver un moyen superfuge pour se faire accepter dans tous les cas. Et je crois que c'est un truc redondant que je fais sans réfléchir forcément, mais qui revient toujours prépondéramment dans mes projets. Ouais. Et là, donc, c'était une coïncidence. Et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté les yeux fermés. Ouais. Bon, on sent que tu t'y es mis à fond. Tête drôle de coco, ça t'a tellement demandé émotionnellement, tu t'es tellement investi. Est-ce que c'était plus reposant du coup de bosser Oui, complètement. sur le Un texte livre de quelqu'un jeunesse comme d'autre? ça, c'est incroyable. J'ai pas à me prendre la tête sur est-ce que le texte est bon ou pas. C'est un peu ce qui me freine le plus en jeunesse, c'est que je suis incapable d'écrire une bonne histoire. Bon, on en revient là. C'est plus facile Enfin, en tu dis BD, ça, en mais 120 Ted, pages. C'est différent que de la jeunesse, je pense. Ah oui. Et donc, en fait, ça a été plus qu'un plaisir de faire ça, tout bêtement, de juste prendre un texte et de l'imaginer comme toi tu le veux, sans souci. Ouais. Et donc la BD, c'est en pause pour le moment. Tu veux te focaliser plus sur des projets de commande ou de la jeunesse ou de la presse? Alors, j'ai déjà des projets de BD personnels, mais j'attends la fin de mes commandes pour pouvoir m'y plonger. D'accord. D'une part parce que je change de style à chaque projet, sinon c'est encore une fois chiant. Toujours envie de pousser mes limites en dessin. Et de l'autre, j'ai aussi envie d'acquérir une maturité quelconque pour ce projet qui est encore méga top secret. Même mes parents peuvent pas savoir. Ok. Qui sortirait potentiellement en 2030. Ok. Ouais, donc. Non, j'exagère. Je dirais 2024. Mais tu veux prendre le temps, quoi. Ouais, je veux qu'il soit bien, quoi. Pas bâclé, que j'en sois aussi fier que Ted. Ouais. Ok. Super. C'est fou parce que. Bon, là, tu vois, on est à 30 minutes. Mais là, on a déjà parlé de tellement de choses. Ah oui, dis. Ouais. J'aurais dit 1h50. Est-ce que tu aurais un. La question que j'ai posée, ça sonne un peu comme la question de la fin, mais on pourrait parler d'autres choses s'il y a des. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer? Enfin, un message, ça paraît pompeux, mais ce que je veux dire, après le roller coaster que tu as vécu avec Ted, avec tout ce qui s'en est suivi, avec tout ce que tu vis aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ça, ou que j'aimerais pouvoir dire ceci? Non, mais j'ai aucun autre but dans ma vie que la BD. C'est vrai? Je pense, ouais. Ce qui est con dans un sens, parce que j'ai plus tellement d'objectifs maintenant, si ce n'est d'avoir le Fauve d'Or, mais je me donne peut-être 40 ans pour ça. C'est vrai, tu aimerais gagner le Fauve d'Or? Bah oui, autant tout rafler. Non, je rigole. Enfin, je me sens bien que dans la BD, et j'ai pensé à pourquoi pas partir à autre chose, où je sais que la vie change très vite, quoi. Qu'en 20 ans... Enfin, Dieu sait, j'ai dit Dieu, je sais pas pourquoi. Bref, où je serais, mais je voulais être camionneuse à un moment. Ça a vraiment été. Oui, c'est vrai. Tu sais, le but ultime de ma vie. Maintenant, plus du tout. J'ai une peur bleue des embouteillages, j'ai des créneaux, donc bref, ridicule. Et rien d'autre me motive, quoi. Enfin, là, j'ai la chance de pouvoir vivre freelance, de ce que j'aime, donc pourquoi chercher ailleurs? Je cherche à être propriétaire, histoire de plus jamais avoir de problème d'argent pour pouvoir faire ce que je veux, justement. Ouais. Donc, c'est un peu mon objectif actuel. Et une fois que ce sera ça, qu'est-ce que je ferai, quoi? Je sais pas. Je t'avais entendu ou j'avais lu que tu disais que quelque part, c'est dans la bande dessinée que tu as l'impression qu'on te prend le plus au sérieux. Oui, mais tu me connais, enfin humainement, je suis un peu la tarte blondasse qui dit des bêtises, qui parle mal français. C'est un peu... Alors, je pense pas que ce soit un rôle que je me donne. Il y a vraiment j'ai des lacunes avec les expressions françaises. Je les comprends pas, elles sont absurdes. Mais c'est ta culture mixée, ça aussi. Hein. Oui. Moi, je sais que sur ce podcast, je fais plein de fautes de France. Enfin, on m'a déjà dit de temps en temps que je faisais des belgicismes et que je suis genre, oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça, quoi. Bah oui, c'est même logique, ce serait bizarre le contraire. Je pense espagnol et je dors en anglais, si tu veux. Non, je rigole.
Ah merde, qu'est-ce que je Non, on disais parlait du fait tu dis que Ah d'être oui. pris au sérieux dans la bande dessinée et que les mots peut-être te crispent. Oui, un peu. Je me sens jamais mieux qu'en anglais. Enfin, j'adore parler à des anglophones. J'ai l'impression de pouvoir m'exprimer 10 fois plus qu'en français. Ou là, justement, tu peux me prendre pour une bécasse, je m'en fiche parce que. Je sais pas pourquoi je m'en fiche, j'adore parler anglais. C'est vraiment. Quand je suis seule chez moi, je parle anglais. Je répète tous les films que je vois et je les hurle. Enfin, je me sens bien, quoi, en anglais. Et je le parle pas forcément bien, quoi. Enfin, c'est vraiment au stade primaire, quoi. Singe, mais. Pourquoi cette fascination pour l'anglais? Que dire? J'en sais rien. Aucune idée. Moi, je crois à la réincarnation. Je pense que je devais être anglaise à une époque. Enfin, ça vient peut-être de mes ancêtres. Hein. J'ai un nom irlandais Ok. qui est arrivé comme ça. Enfin, c'est doit être mes ancêtres des années 1840 Ouais, ou autre. Mais à côté de ça, je connais. Enfin bref, je suis pas irlandaise du tout, quoi. Mais c'est le pays entre la Belgique, le Mexique, la France. L'Irlande et l'Écosse sont les pays qui me passionnent le plus. Ah oui. Que ce soit par leur musique, par la Guinness, évidemment, Ah oui, oui. et par tous les gens que j'ai rencontrés. Enfin, les peu de voyages où j'y ai fait, j'étais chez moi, quoi. C'est étonnant. C'est drôle que tu dis ça parce que je me suis toujours dit que si j'étais pas belge, je serais irlandais. Ah ouais? Alors j'ai des amis irlandais, je suis aussi allé une fois en Irlande et je m'y suis énormément plu. Et je sais pas si c'est un sentiment que tu partages, mais c'est ce sentiment j'ai aussi vécu en Angleterre, tu sais. Et l'Irlande, j'ai l'impression c'est un peu comme la Belgique, tu sais, le pays un peu dans l'ombre de la grande nation qu'est la France. Ouais. Et l'Irlande, un peu De l'Angleterre. de l'Angleterre, Mais tu oui, vois. Mais si, honnêtement, ça fait sens. Ouais. Je pense que beaucoup de Belges doivent penser ça. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec ça, qu'on vit un peu dans l'ombre de la France, alors que la Belgique est un pays à part entière. Ouais. C'est le fait le plus avéré qui existe. Ouais. Mais j'ai ce complexe aussi avec les mots. Moi, je pense que si je suis illustrateur, c'est parce que... T'as soupiré en regardant l'horizon, c'était trop drôle. C'est un vrai sujet pour moi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, tu vois, mais je fais un podcast, il m'arrive même de faire des monologues, etc. Je suis quelqu'un de très bavard, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, mais ça me coûte énormément en fait. Et l'illustration, c'est un refuge pour moi. Ah mais je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, après un festival comme ça, ou n'importe lequel, ou une soirée mondaine même, j'ai besoin d'une journée pour me reposer, parce que même si ça a l'air naturel en moi, ça l'était pas du tout quand j'étais plus jeune. Enfin, j'étais maladivement timide. Moi, aller chercher le pain, c'était pas possible. Je savais pas dire mon prénom. Enfin, c'est un groupe de jeunes de mon âge. Enfin, c'était l'angoisse. Enfin, j'ai passé des oraux terribles. Bref, et j'ai dû travailler ça, même si maintenant j'ai un plaisir à rencontrer du monde, à parler. Je me suis rendu compte qu'être extraverti et ne plus être timide, parce que je cachais peut-être cette exubérance en moi, parce que c'était pas normal. Enfin, j'en sais rien. Ou d'une part, ça m'apporte parce que les gens sont étonnamment sympas avec moi quand je suis moi-même. Mais ça coûte, enfin, ça prend tellement d'énergie. Être pleinement soi-même, c'est pas rien. Ça demande. Exactement. Mais quelque part, on te le renvoie bien. Ouais. Et moi, je sais que au plus je suis moi-même, au plus on me le renvoie comme quelque chose de positif. Du coup, c'est encourageant, quoi. Ouais. Donc, tu dirais que c'est en t'autorisant à être plus toi-même, plus exubérante, que quelque part Parce que de base, tu dirais que même petite, tu étais exubérante? Ah, je l'étais complètement, mais qu'en famille ou avec des amis proches. Mais si j'étais face à quelqu'un d'inconnu, je me renfermais, j'étais timide, je parlais pas. Quand j'étais petite, par exemple, je faisais le chien, j'adorais faire ça. Je me faisais une queue et je mangeais dans une gamelle mes céréales par terre et j'aboyais dès que ma mère arrivait. Enfin, je courais derrière le bâton que mes frères m'envoyaient. C'était vraiment absurde, mais j'adorais faire ça. Et tu vois, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai très envie de dire ça parce que c'est vraiment une anecdote qui me plaît énormément de moi-même. Ah ouais. Pareil, réincarnation, j'étais sûrement un chien un peu avant. Mais c'est le genre de truc que je ferais jamais en soirée, enfin que j'aurais jamais fait à cette époque ou que j'aurais jamais dit aux gens. Quoique, tu sais, plus j'en parle et plus je réfléchis, mais au collège, je faisais le cheval. Le cheval. Okay. je galopais et puis je sautais les bancs de la cour d'école. J'étais seule au monde. J'adorais me sentir pour un cheval. Ouais. Bref. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es permis d'être un peu plus toi, si je peux dire ça comme ça? Ça devient un peu Alors, méta, c'est un voyage mais, aux États-Unis où j'étais obligée d'être moi-même parce que j'étais seule, je connaissais personne et en plus je devais parler une langue que je connaissais pas. Et je pense que j'ai eu ce déclic et que mon amour pour l'anglais est arrivé de là aussi, où j'ai passé 3 mois où d'une Émilie 1, je suis passée une Émilie 2. Enfin, je vois celle que j'étais avant et tous les défauts qu'elle pouvait avoir. J'ai décidé, quand j'étais, comment on dit, ma gueule jetée au lion comme ça, que il fallait, j'étais obligée de me débrouiller et de parler et d'être sympa parce que sinon j'aurais pas d'endroit où dormir le soir même. Enfin bref, il y a des intérêts là-dessus, mais ça m'a, j'ai eu ce déclic en anglais de me dire, mais en fait les gens m'adorent si je dis n'importe quoi, ils vont pas me juger, au contraire. ouais. Et c'est ce que j'ai fait en revenant ici en France et ça a un peu changé ma vie aussi. Ouais.
Ouais, complètement même. Je pense qu'il faut sortir de son contexte culturel pour s'en rendre compte. Moi, je sais que c'est quand j'ai vécu en Angleterre, il y a pas de souci, hein, mais je sais qu'on me disait souvent que j'étais français. Ouais. Je disais, bah non, je suis belge en fait. Oui, mais tu parles français. Mais j'étais genre, oui, mais bon. Puis au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre. Je disais, oui, je suis français. Ouais. Et en fait, il y a eu un moment donné où en fait, j'ai dû reprendre conscience que, bah non, en fait, pas du tout. Parce que moi, tu sais, je viens de la frontière. Hein. Je viens de la frontière franco-belge, 5 minutes, et j'étais en France. J'ai passé énormément de temps en France. Et en fait, j'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup la culture française, la musique, les films. C'est plein de trucs quand j'étais enfant ou ado. Et j'ai eu un déclic lors d'un festival de musique, moi, pour le coup en France. Je regardais autour de moi, je me disais, mais en fait, je suis pas français. C'est bizarre quand même. Une sorte d'épiphanie de te dire, t'es pas français, c'est ouf, alors que t'es belge, tu vois. Et c'est à partir de là, quelque part, que j'ai retrouvé un peu mes couleurs. J'ai un petit peu été creusé l'histoire de la Belgique. J'ai commencé à mater des films belges, à m'intéresser aux auteurs, aux groupes de musique et tout, et redécouvrir aussi ce côté un peu décalé, ce côté absurde, ce côté surréaliste, qui quelque part était toujours en moi, mais que j'avais besoin de me le réapproprier, quoi. Ouais. Bon, voilà, je sais pas, on se raconte nos vies là. Mais tout ça pour dire que oui, le dessin, un refuge. Ah d'ailleurs, et puis après on terminera la parenthèse belge, mais c'est dans une interview que j'avais lu que tu me dis si tu partages ce sentiment. Non, c'est pas toi, okay. C'est Philippe Gueluc. Donc je l'aime. Voilà, un journaliste demandait à Philippe Gueluc pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'artistes en Belgique. Et en fait, il dit, mais la Belgique n'est pas un pays. La Belgique n'est pas un pays. Non, la Belgique est un pays, mais ce n'est pas une nation. Il y a tellement de langues, et même au sein de la même langue, il y a des patois différents. Ouais. Et du coup, vu qu'on n'est pas du tout à l'aise avec les mots, on dessine. Oh, waouh, cool. Et moi, ça m'a parlé. J'étais genre, ouais, parce que moi, je suis un flippé des mots. Ouais. Bienvenue au club. et toi aussi, quoi, du coup. Ouais, bah, je joue avec, quoi, mais à la base, je les comprends pas. C'est ça qui est drôle. Mais oui, le dessin est beaucoup plus fun. Ouais. Et puis c'est en dessinant qu'on t'a pris au sérieux. Oui. Enfin, tellement au sérieux que maintenant, bon voilà, t'es une dessinatrice de BD. Je suis trop sérieuse. Non. Mais oui, ce bon vieux Gueluc. Gueluc, toujours le mot juste. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait percer dans la bande dessinée comme toi? C'est super compliqué comme question. Ouais, je sais. Hein. Surtout qu'en vrai, je serais quand même un peu pessimiste en disant que... Enfin, j'ai une chance de cul, quoi, quand même, d'arriver là où je suis. Mais bon, moi, j'ai fait Strasbourg et on a quand même un prof qui nous dit dès le début préparez-vous à un bac plus 5 SDF parce que vous allez réussir à rien. Et c'est vrai que statistiquement, il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre, quoi, de la BD. Après, les conseils qu'on m'a donnés plus jeune et que j'ai suivis et que je suis encore, c'est que si tu... faut absolument que tu travailles dans le milieu où tu veux percer. Donc j'ai trouvé moi ce job de maison d'édition, c'était pareil une chance incroyable, mais j'ai pas joué de mes contacts, hein. J'ai vraiment toqué à la porte et ça s'est fait comme ça. Faut que ce soit une passion à la base. Enfin, si tu te vois pas passer tes week-ends, tes soirées à bosser un truc parce qu'il y a une deadline ou parce que tu aimes ça tout bêtement, ça vaut pas la peine non plus. Enfin, on en parlait là avec l'auteur avec qui j'étais, que déjà tu gagnes peu dans tous les cas, et donc si en plus ça te fait chier de faire ça ou que t'as pas cette passion, cette fougue, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et autant aller voir ailleurs. Parce que t'as des gens qui vont peut-être se persévérer des années et ça va jamais déboucher et qui vont être tristes toute leur vie parce qu'ils vont encore avoir l'idée qu'ils peuvent percer un jour. Ça arrive évidemment des auteurs dans le tard. Là j'ai eu cette chance et tout s'est passé très vite. Mais faut aimer ça, persévérer et ne bosser que là-dedans et pas aller s'éparpiller, même si c'est facile à dire mais vraiment dur à faire, de trouver des jobs en BD surtout. J'ai des demandes de stage alors que je travaille chez moi, c'est compliqué de répondre, tu sais, genre. Ouais, bien sûr. Que c'est... Enfin bon. Donc voilà un peu mes conseils. Ouais. Creuser son fillon dans une seule et même direction. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça je le vois des fois en école d'art, mais les gens savent pas forcément ce qui se passe en BD, ils veulent en faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avais zéro culture moi de BD quand j'étais à Strasbourg. Ah ouais? Zéro, mais j'aimais pas ça à lire, ça me saoulait, si c'était pas en couleur, ça m'intéressait pas. J'étais bête, hein, je te dis. Et après ce voyage encore aux États-Unis, je suis revenue en me disant, en fait, je vais aller à la bibliothèque en face de chez moi, où j'y ai jamais mis les pieds en 4 ans à Strasbourg, et je vais rafler toute la ligne A, puis toute la ligne B, puis toute la ligne C de BD. Ah ouais, wow. Et là, j'ai lu
mais j'ai tout lu, quoi. Des trucs bons, des trucs mauvais que j'ai oubliés dans la seconde, et ça m'a permis de voir ce vaste monde que c'était, d'avoir des influences et de comprendre surtout comment fonctionnait une narration et une BD, quoi, en général. Mais c'est étonnant, tu lisais pas de bande dessinée petite? Si, j'en ai faite. Si, Non. mais j'en lisais pas. Ah, t'en faisais, mais t'en lisais pas? Non. Enfin, je lisais Tintin, Astérix, les classiques. trucs du genre, mais c'était pas du tout... Enfin, on n'offre pas de BD à Noël dans ma famille, quoi. Vraiment pas. Là, je commence à le faire et les gens sont étonnés. C'est pour les enfants. Enfin, ils sont encore là. Bon, bref. Donc, on essaye de changer les mentalités comme on peut, mais j'ai jamais autant acheté de BD qu'en y travaillant Mais à pourtant, ça et là. tu voulais faire dessinatrice de BD. Pas forcément, ça m'est venu à la 3e année. Bah, encore une fois, aux États-Unis, en fait, avant ça... C'est le sujet de ta prochaine BD, les États-Unis. Non, bof. J'aime pas trop ce pays. Ok. Mais pour avoir l'histoire, ma toute première BD, en fait, a été publiée là-bas, par les éditions 2D Cloud, où je dessinais Mickey qui pète à l'époque sur Tumblr. Je sais plus comment s'appelait mon Tumblr. Ok. Emily Gleason, sûrement. Et t'as ce petit mec, Rain Hogan, de 2D Cloud, qui vient me voir en disant « J'adore tes dessins, faudrait que tu fasses une BD et on te publie. » Et c'est ça, le premier moteur qui a été genre « Ok !» Alors ma BD, elle parle de quoi? D'un Mickey qui pète, c'est vraiment ridicule. Mais au moins, ça a été ce premier truc, genre « Oh, putain, je peux faire 60 pages sans problème. » Sur un Mickey qui pète. Sur un Mickey qui pète. Ah oui, je l'ai fait. La honte suprême. Mais oui, j'étais... alors, j'ai des lacunes en écriture, donc c'était vraiment reprendre Disney et Mickey. Mais ça, c'est super drôle aussi dans tes BD, hein. Quand tu t'écris mal, ça, c'est super drôle. Hein. Merci. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, que... donc tu te rends compte que tu peux faire une BD de 60 pages là-dessus. Et j'en faisais en petite aussi. Enfin, je suis retombée dessus. Alors ça, c'est très mignon, hein, mais bon, c'est ridicule comme histoire. En CM2, j'ai fait une BD où je m'imaginais à 15 ans, qui s'appelle Moi Mimi, parce que Mimi était mon surnom de famille. Bref, et c'est vraiment des cases où je me vois manger au Maxim's avec mon copain, enfin avec des chiens partout. Et j'avais dessiné dans cette BD mon copain actuel que je connais depuis mes 5 ans. Okay. Ah oui, c'est vrai? Bah ouais, enfin quelle histoire. C'est il ouf. est mexicain aussi, enfin bref, c'est une très très jolie histoire. Je l'avais dessiné déjà à l'époque parce que j'étais secrètement amoureuse de lui déjà à 8 ans. Enfin bref, c'était... Et je suis retombée dessus il y a 2 ans, donc c'est pour ça que c'est rigolo. Sur la BD ou sur ton copain? Sur la BD. Ah, okay. Et sur mon copain. Je suis tombée sur lui par hasard au Salon du Livre de Paris. Je l'ai reconnu grâce aux albums photos que j'ai écumés toute ma vie. Ah, c'est incroyable. C'est dingue. Enfin, c'est digne de Love Actually. Ah ouais, et c'est à ce et il est moment-là... libraire BD, tu te rends compte? Mais oui. Donc du coup, ta culture littéraire, maintenant, du coup, c'est bon, t'es rodé, tu suis tout, ouais, tu sais tout. Puis il est de très bons conseils. Enfin, on a les mêmes goûts, donc c'est fantastique. Encore mieux. Ouais. Et tu peux tout lire gratuitement. Oui. Accessoirement. Il me fait un prix, c'est génial, j'en profite un peu, faut avouer. Donc tu as fait cette BD, donc il était dedans. Ouais. Donc on a basculé dans la minute romance. J'ai fait d'autres BD au collège où là c'était très émo, où j'étais un centaure avec mon meilleur ami dont j'étais aussi secrètement amoureuse, qui ressemblait étonnamment à Alan, était lui une espèce de spectre très musclé qui m'emmenait dans le monde de Cupidon. C'était complètement absurde. Et je dessinais un peu en manga avec des grands yeux à l'époque. Et pareil, je suis retombée dedans, là ça s'appelle Scully, qui était mon surnom au collège. C'était déprimant. Et non, au lycée, je faisais plus de BD, je faisais que du dessin parce que j'ai fait option art plastique. Ok. Et donc voilà. T'étais quand même un peu destiné à faire de la bande dessinée. Ouais, bah j'aime bien me dire ça peut-être. En voyant le passé que j'ai pu avoir de manière innée, comment je faisais des BD déjà au collège et en primaire, mais ouais. Trop bien, super. Et aujourd'hui, t'as envie? J'ai envie, c'est trop bien d'être auteur BD. C'est génial. Quand t'as envie évidemment, mais ouais. Bah ouais, je viens de m'acheter mes kickers de ma vie. Et donc je me la pète, je suis là genre yes, des nouvelles chaussures, et j'ai pu me le permettre sans serrer la ceinture. On les prendra en photo. Franchement ouais, attends, elles sont magnifiques, non? Elles sont très très belles. Des kickers, j'aimerais les remettre à la mode, mais en même temps j'aimerais être la seule à porter des kickers, et ça ne parle qu'à des quarantenaires. Bref. Ok. Un mot de la fin peut-être? J'ai envie de dire une onomatopée. Allez, vas-y. Merci voilà. Émilie, c'est très cool. Merci à toi Jérémy, c'était super. Au plaisir. C'était ma discussion avec Emily Gleason lors du dernier festival du livre jeunesse à Montreuil. Merci Emily pour ton temps, c'était hyper cool de passer ce petit moment avec toi. Si cette interview vous a plu, je vous invite à le dire directement à Emily en la suivant sur les réseaux sociaux avec une petite mention spéciale pour son compte Instagram et ses stories qui me font toujours énormément rire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, procurez-vous les livres Tête drôle de Coco ou Toute une histoire pour un sourire. Promis, vous m'en direz des nouvelles. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast
et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je viens d'ailleurs de créer un compte Instagram uniquement dédié au podcast. C'est nouveau, ça vient de sortir, donc allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les 2 semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode autour de vous, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou un avis sur iTunes et Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et puis, si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 € par épisode et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/senscreativepodcast. Les liens ainsi que toutes les références sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine encore et toujours en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. C'est l'heure de vous dire au revoir. Donc, rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Babadidou, babididou, babidé. Boubidi, 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 boubidi.